Madame, Monsieur, la riposte de TV Liberté à la censure de YouTube s'organise. La riposte juridique et possiblement judiciaire est engagée. Nous rétablirons notre bon droit. La riposte financière se poursuit. Grâce à votre mobilisation, notre objectif à 750 dons est atteint. Soyez-en remerciés. La censure YouTube nous porte un nouveau coup qui nécessite de nouveaux engagements financiers importants. Il ne faut donc pas relâcher votre effort. La riposte de l'audience est entre vos mains. Regardez, diffusez, partagez, likez les programmes de TV Liberté. Abonnez-vous à nos nouvelles chaînes, faites connaître notre site tvliberté.com et nos réseaux sociaux. Organisez la viralité de nos émissions. La riposte est en marche, elle passe aussi par vous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique Éco. Avant de laisser la parole à Olivier Pichon et à son ou ses invités. Bonjour Natacha Königsberg. Bonjour Pierre. Je vous propose qu'on découvre ensemble l'essentiel de l'actualité éco que j'ai préparé pour vous dans les dessous de l'écho de cette semaine. C'est parti. Cette semaine, à la une des dessous de l'écho, le gouvernement réfléchit à réformer la pension de réversion. 4,5 millions de retraités en France en bénéficient. Qu'à cela ne tienne, elle pourrait bientôt disparaître. La croissance déjà en panne, après avoir atteint 2,3% en 2017, elle patine et devrait même se replier de 25% cette année. Cause principale, la hausse des impôts et taxes qui provoque la baisse du pouvoir d'achat. Enfin, la nouvelle taxe de la semaine, c'est la taxe sur la vente en ligne. Un député La République En Marche a réussi à faire approuver par l'Assemblée et le Sénat la création d'un nouvel impôt destiné à punir les consommateurs qui achètent sur Internet. Détail à la fin de ce rendez-vous. Difficile de ne pas y voir une attaque en règle de plus contre une institution pourtant multiséculaire, à savoir le mariage. Le gouvernement a en effet annoncé qu'il réfléchissait à réformer le fonctionnement de la pension de réversion, une pension qui permet aux conjoints survivants d'un couple légalement uni par le mariage de toucher une partie, en moyenne 50%, de la pension du disparu. 4,5 millions de retraités en bénéficient. Dans 9 cas sur 10, il s'agit de femmes, donc de veuves. 1 million d'entre elles n'ont d'ailleurs pas d'autres ressources financières que cette pension de réversion. Qu'à cela ne tienne, cela n'empêche pas le gouvernement de tout mettre sur la table, comme l'assume Agnès Buzyn, ministre de la Santé, mais aussi ministre des Solidarités. Manifestement, être solidaire avec les veuves ne la préoccupe pas beaucoup, puisque le projet d'une suppression totale de la pension de réversion est sur la table. Pourquoi ? Parce que pour certains mouvements féministes, le fait que 90% des bénéficiaires de la dite pension soient des femmes qui ont été mariées est intolérable. Ils proposent de la supprimer pour la remplacer par une revalorisation des pensions pour toutes les femmes. Et tant pis si le législateur a justement créé la pension de réversion pour être plus juste vis-à-vis des femmes, veuves, qui ont le plus souvent consacré une partie de leur vie à élever les enfants du foyer et n'ont pas assez cotisé de ce fait pour pouvoir toucher une pension décente. Pour l'instant, rien n'est encore décidé, mais il ne fait aucun doute que dans les prochaines semaines ou prochains mois, la pension de réversion va être présentée sous les habits d'un des derniers vestiges d'une société patriarcale et foncièrement injuste, justifiant sa disparition ou sa transformation en allocation, voire en aumône. L'embellie n'aura été que de courte durée. Les inattendus 2,3% de croissance en 2017, dont certains ont dit qu'ils étaient en partie la conséquence d'un pseudo-effet Macron, n'auront été que de courte durée. L'Institut national de la statistique et des études économiques prévoit seulement 1,7% de croissance en 2018, soit un ralentissement pour ne pas dire un net coup de frein. C'est une chute de 25%
qui n'a pas pour seule conséquence d'obscurcir la deuxième année de mandat d'Emmanuel Macron. À 1,7% de croissance, on le sait, un pays ne crée pas d'emplois. Il faut au moins 2% pour que la machine à embaucher fonctionne. Plus embêtant encore, le budget 2018, le premier établi par Emmanuel Macron et son gouvernement, est donc voué à l'échec puisqu'il est établi sur des prévisions de recettes fiscales qui ne seront pas au rendez-vous. Il manquera plusieurs milliards d'euros en fin d'année et comme il n'est pas question de repasser au-dessus du seuil des fameux 3% de déficit, le fameux critère de Maastricht dont on nous rebat les oreilles depuis des années, le gouvernement va encore devoir tailler dans les dépenses. C'est en théorie une excellente chose, sauf que depuis des années, c'est toujours au même que les gouvernements successifs demandent de faire des efforts. Ainsi, en 5 ans, 3 réformes successives du quotient familial et des allocations du même nom ont coûté plusieurs dizaines de milliards. Oui, vous avez bien entendu, plusieurs dizaines de milliards d'euros en plus et d'allocations en moins aux familles. Rien d'étonnant à ce que la natalité française soit littéralement en train de plonger. En 5 ans, ce sont 100 000 naissances en moins par an qu'il faut déplorer, et la plupart des experts s'accordent désormais pour dire que les réformes fiscales, ciblant spécifiquement les familles, en sont la principale cause. Terminé donc l'état de grâce, l'inflation repart, la croissance recule, le chômage stagne, le pouvoir d'achat s'amenuise. Emmanuel Macron n'est plus le demi-dieu, faiseur de miracles, que tant de médias ont placé sur un piédestal, mais bien plus un expert, de plus, de la poudre de perlimpinpin. C'est de la poudre de perlimpinpin. Enfin, avant de nous quitter, 2 mots de la nouvelle taxe de la semaine. La taxe en projet actuellement au Parlement sur la vente en ligne. L'idée portée par un député La République En Marche est de faire payer une taxe aux Français qui achètent sur Internet plutôt que de faire vivre les commerces de centre-ville. Si la cause est éminemment louable, la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, titre de la proposition de loi, l'arme fiscale punitive laisse pantois. La taxe en question n'est pas neutre, puisqu'elle renchérit d'1 à 2% le prix d'un achat en ligne en se basant sur la distance qui sépare l'entrepôt du cybermarchand du client. L'idée du député, c'est de contraindre les clients à ne plus se faire livrer à domicile, mais à se rendre en ville pour retirer leurs achats dans des points relais en espérant qu'ils fassent du même coup leurs emplettes chez les commerçants voisins. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. En réalité, la taxe est surtout destinée à créer une nouvelle recette pour l'État. La vente en ligne devrait peser 100 milliards d'euros cette année. Avec une taxe sur le cybercommerce de 2%, ce sont 2 milliards d'euros qui rentreront dans les caisses de l'État et pas dans la poche des petits commerçants. D'autant moins que ces 2 milliards auront été soustraits justement de la poche de leurs potentiels clients. Autrement dit, cette nouvelle taxe pourrait provoquer l'effet inverse de celui annoncé. C'est la fin des dessous de l'écho. À la semaine prochaine. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans TV Liberté et Politique et Économie. Alors aujourd'hui, nous allons être plus politique qu'économique, quoique. Mon invité vous le démontrera, c'est Michel Geoffroy. Bonjour. Bonjour Michel Geoffroy, vous êtes énarque, personne n'est parfait, mais vous êtes un énarque défroqué. Et vous êtes un contributeur à la fondation Polémia, fondation de notre ami Jean-Yves Le Gallou, que sur cette antenne nous connaissons bien et que nous aimons bien. Et vous étiez l'auteur d'un dictionnaire de la novlangue, ce qui laisse entrevoir à nos téléspectateurs l'objet de votre actuel livre, qui, je dois le dire, est un très bon bouquin. La superclasse mondiale contre les peuples. Alors, avec préface de Jean-Yves Le Gallou. Alors, chers téléspectateurs, un mot sur ce livre. Ce n'est pas un livre d'universitaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sérieux. Non, pas du tout. Le langage sociologique, historique, l'analyse est là. Mais je dirais que le grand mérite de ce livre, c'est que l'enchaînement des causes et des effets de la mondialisation n'a jamais été aussi bien démontré de façon aussi complète. Voilà, tous les mécanismes s'articulent les uns sur les autres grâce à votre contribution. Et c'est déjà un grand mérite. Mais comme je suis dans ma période de félicitations, eh bien je dirais que le livre se lit aussi avec une certaine passion. Parce qu'il y a un suspense. Parce qu'il est très angoissant aussi.
je dois dire qu'il y a une dimension angoissante. Alors attention, c'est pas pour dissuader les lecteurs, loin s'en faut. Mais la mécanique de cette superclasse et son idéologie libérale-libertaire se déroule sous nos yeux. Et au fond, c'est 30 ans depuis la chute du mur de Berlin, depuis la chute de l'URSS, 30 ans de ce que nous avons subi quand nous n'avons pas approuvé ce nouvel ordre qui s'instaurait. Et finalement, jusqu'à la page 335, car c'est un livre conséquent, mais qui ne doit pas, encore une fois, dissuader les lecteurs, parce qu'il est passionnant. À partir de la page 335, on commence à respirer, parce que, enfin, je dirais que les menaces dont nous étions victimes trouvent les approches de solutions. La formidable machine à détruire les peuples n'est pas fatale. Et on va découvrir que les réponses sont en cours et que cette logique est en train de se retourner. Au fond, et j'en ai trop dit, c'est la fin d'un cycle auquel nous assistons, le cycle de la domination de cette superclasse mondiale. J'allais dire, Dieu vous entende. Oui, non, mais je crois que vous avez bien résumé ce que j'ai essayé de faire. Ah non, je ne dis pas que j'ai réussi à le faire, non, mais j'ai essayé de que faire. Vous avez réussi. D'abord, j'ai essayé de... Enfin, je vais dire, j'ai essayé de ne pas faire du complotisme dans le mauvais sens du terme. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que j'ai essayé de replacer ce phénomène que j'appelle la superclasse mondiale. Alors, bon, je ne suis pas le premier à l'avoir évoqué, hein, Samuel Huntington en a parlé dans son livre. J'ai essayé de la replacer dans des évolutions sociologiques, économiques, historiques. Oui. Bon. Et donc, j'ai essayé de faire un peu du rétrospectif, mais aussi du prospectif, effectivement. Voilà. Et donc, je dirais qu'un des défauts classiques de l'analyse actuelle de l'oligarchie ou de la superclasse mondiale, c'est qu'on finit par surestimer l'adversaire. Voilà. Alors, effectivement, l'adversaire est très puissant. Très puissant, oui. Ils sont très puissants, puisque la superclasse mondiale, c'est notamment ceux qui, aujourd'hui, en Occident, cumulent la puissance temporelle, la puissance économique, la puissance médiatique, la puissance culturelle. Et la puissance idéologique. Et la puissance idéologique. Donc ça fait beaucoup. Hein, ça fait beaucoup. Mais en même temps, donc on a une certaine tendance à surestimer l'adversaire, comme d'une certaine manière, à un certain moment, on surestimait l'Union soviétique. Exactement. Hein, exactement. C'est tout à fait. On voyait partout l'influence des soviétiques. Ils étaient surpuissants. Ils faisaient de la désinformation, comme on disait à l'époque. On disait pas fake news, on disait des informations. Oui. Mais et en même temps, c'était un colosse au pied d'argile. Alors, donc, un des défauts de la littérature complotiste, c'est de considérer qu'on finit par croire que les comploteurs sont surpuissants, qu'ils sont capables de tout faire, de tout maîtriser. Le moindre incident devient le sujet d'une manipulation très forte. Ah mais c'est un levier. Voilà. Vous le démontrez très bien. Pour eux, oui, alors, même la catastrophe est un moyen, même le chaos. Et puis faire croire qu'on est très puissant, n'est-ce pas ? C'est évidemment un moyen de soumettre les gens plus facilement. Donc j'ai essayé d'éviter cet inconvénient. Et deuxièmement, je crois effectivement qu'aujourd'hui, il est en train de se produire quelque chose de tout à fait essentiel. C'est que, pour faire court, le monde est en train d'échapper aux mondialistes, en quelque sorte. Les mondialistes occidentaux. Exactement. Hein ? Oui, le monde occidental. Parce que c'est là où il faut peut-être... le titre est un peu ambigu. La superclasse mondiale, j'aurais pu dire aussi la superclasse mondialiste. Oui. Parce que nous vivons justement le fait qu'aujourd'hui, la superclasse, elle est de moins en moins mondiale, elle est de plus en plus occidentale. C'est ce que vous dites très bien. Même... presque européenne aujourd'hui. Trop européenne. Hein, elle est devenue, c'est-à-dire en clair, elle représente une part déclinante de l'humanité. Voilà. Hein, et donc c'est ce qui explique qu'ils sont à la fois très puissants aujourd'hui. Oui, ils sont notamment très puissants parce qu'ils ont réussi à mettre l'Europe en servitude. Ça, ils sont très forts, effectivement. Ouais. Ils ont réussi à le faire. Il faut dire que bon, les Européens étaient aussi peut-être en phase de décadence historique, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont réussi ça. Mais à l'échelle du monde, ces oligarques représentent une toute partie de l'humanité. Toute petite partie. Alors, je cite souvent un exemple. Lors du G20 de 2014, la presse française n'a cessé, qui habituellement fait toujours de la russophobie, avait expliqué que le président russe était isolé. Personne ne voulait manger avec lui à table, il était dans son coin. Et il y a eu une photo qui a fait le tour du monde,
où l'on voit 5 personnes qui se serrent la main. Voilà. Et qui sont ces 5 personnes? Il y a le président russe, voilà, le président chinois, le président du Brésil, le président de l'Inde et le président sud-africain. C'est-à-dire, en clair, les 3 quarts de l'humanité. Les 3 quarts de l'humanité. Voilà. Bon. Voilà. Donc, le président Poutine est isolé. Voilà, il est très isolé. Cette photo est très symbolique. Vous la citez, oui. Voilà, elle est très symbolique parce que d'abord, il n'y a pas d'occidental sur cette photo, premièrement. Et deuxièmement, on voit bien que où est la croissance démographique, où est la croissance économique? Elle est plutôt dans cette partie du monde qui, en plus, est en train de remettre en cause, lentement mais sûrement, la suprématie américaine, et en particulier dans le domaine du dollar. Enfin, bon, bref. Donc, j'ai eu un scoop extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez, justement, à propos du dollar. C'est que Poutine aurait proposé de vendre le gaz en euros. Oui, il y a plus... Ah oui, oui. Et voilà, il paraît que ça a été refusé par les oligarques européens. Oui. Ils ont inventé l'euro. C'est étonnant. Ils refusent de payer en euros. On voit bien que la Chine a élaboré sa propre agence de rating depuis un certain temps. Il y a des achats d'or croissants. Ces pays sont en train aussi de se désengager de la dette publique américaine. Donc, c'est-à-dire les bons du Trésor américain. Donc, on voit bien la domination des Occidentaux, et principalement donc, par le truchement des États-Unis, parce que c'est ce que j'explique, la superclasse mondiale, elle a un épicentre. L'épicentre, ce sont les pays anglo-saxons, et en particulier les États-Unis, qui sont la superpuissance du XXe siècle. Et vous dites d'ailleurs très bien dans l'historique qu'à un moment, the British Commonwealth of Nations aurait pu être cette forme de mondialisation qui a finalement migré vers l'Amérique, après un échec relatif d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, j'essaie de montrer que cette superclasse mondiale, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois des gens qui cumulent la richesse, ce sont des gens riches, alors on évoque les super riches parfois, mais ce sont des gens très riches. Alors, les milliardaires anglo-saxons ont un grand rôle dans cette affaire. Alors il y a les statistiques, il y a tout, on voit tout, on voit les fortunes, les comparaisons, tout est dedans, tout est dans le livre. Donc alors, ces gens sont à la fois, ont un double projet en quelque sorte. Ils ont un projet de s'enrichir toujours plus, premier projet. Et puis deuxièmement, ils portent un projet politique particulier qu'on appelle aujourd'hui le mondialisme, qui n'est jamais qu'un vieux projet. C'est le cosmopolitisme. Il suffit de remonter à Diogène le Cynique. Diogène le Cynique, qui était d'ailleurs un fils de banquier, je rappelle, grec. Diogène le Cynique, 400 ans avant Jésus-Christ, a à peu près le même projet. Il explique que il faut supprimer les limites. Nos limites, c'est le principe... 68 arts, c'est le principe de la superclasse mondiale. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite au pouvoir de l'argent et il n'y a pas de limite au pouvoir de ces gens qui veulent gouverner le monde à la place des gouvernements. C'est ça donc. Alors cette idée, j'essaie d'en tracer la généalogie, modestement, parce qu'il faudrait remplir plusieurs tomes, puisque c'est d'une certaine façon la généalogie de l'utopie. Oui, c'est une utopie. Avec une dimension eschatologique. Voilà, tout à fait. L'attente d'un monde, hic et nunc, ici et maintenant, qui réaliserait la plénitude de l'humanité. Voilà. Une forme de paradis sur Terre. Voilà. Et donc, cette idéologie spéciale, très particulière, cette utopie, a eu plusieurs formes dans l'histoire. Elle a eu, pour faire court, une forme révolutionnaire, qui reposait sur l'idée de la subversion de l'ordre brutale, violente, qui permettra de faire émerger un homme nouveau. Alors, nous savons que cette utopie a échoué au XXe siècle, sous la forme communiste, qui était sa dernière forme, mais elle a continué par une voie parallèle, qui est la voie du messianisme anglo-saxon. C'est ça. Parce que le messianisme anglo-saxon repose sur une vision religieuse des choses. Héritée à la fois du judaïsme et du protestantisme. Voilà, et du protestantisme, qui aux États-Unis va se développer d'une manière extraordinaire. Mais alors effectivement, j'évoque, ça a commencé en Grande-Bretagne, il y a d'ailleurs des liaisons très fortes, tout simplement parce qu'au XIXe siècle, la Grande-Bretagne, si le XXe siècle a été le siècle de la puissance américaine, le XIXe siècle est le siècle de la puissance européenne et surtout de la surpuissance britannique. Voilà. Et donc l'idée a été évoquée dans certains cénacles
notamment donc de Laure Milner, Alfred Milner, que vous citez qui abondamment, était oui, en effet. proche du milliardaire Cecil Rhodes. Donc Voilà. nous voyons toujours les gens riches, n'est-ce pas? Ces milliardaires pensent qu'ils ont la capacité de changer le monde. Ah oui, mais ils se fréquentent beaucoup. Voilà. Et alors, Asinus asinum fricat. et donc, Ils ne sont pas des ânes non plus. voilà, mais ce sont loin d'être des ânes. Très intelligents. Mais en même temps, ils se trompent. J'y reviendrai. Il ne faut aussi pas les surestimer. Non. Ces gens-là ne font que ressasser les mêmes erreurs et les mêmes utopies que depuis Diogène le Cynique. Voilà. Hein, je le En rappelle. passant par les millénaristes du Moyen-Âge, Voilà. Joachim de Fiore et bien d'autres encore. Voilà, ou Jacob Frank, enfin tous ces gens qui pensent que les nations, ils vont pouvoir les supplanter et grâce à la création d'un gouvernement mondial. Alors, cette idée, pour revenir à ce que vous disiez, s'est concrétisée notamment en Grande-Bretagne avec cette idée du Commonwealth of Nations, c'est-à-dire de créer un processus d'agrégation progressive. Il y avait le Commonwealth de la couronne britannique, et donc on allait agréger progressivement les États à ce Commonwealth, parce qu'on partait du principe que le meilleur gouvernement possible était évidemment le gouvernement britannique, la meilleure éducation possible était évidemment celle des universités britanniques, donc on ne voyait pas pourquoi les gens n'allaient pas adhérer. Ce mythe a échoué lamentablement, puisque le Commonwealth non seulement n'a pas augmenté, mais il s'est désagrégé, avec le départ de l'Inde, le départ de l'Irlande. Mais l'idée a continué et a été reprise par les États-Unis. Voilà. Et l'idée de la destinée manifeste des États-Unis, entre le Nouveau Monde et le Nouvel Ordre mondial, c'est la même chose, présenté toujours sous des termes nouveaux, mais c'est jamais que le même thème. Nous sommes les meilleurs du monde et donc nous devons naturellement imposer aux autres l'excellence de notre système. Voilà. Alors, nous, je le rappelle, c'est un comportement extrêmement dangereux, ce comportement messianique, parce que ça consiste à faire le bien des gens malgré eux. Voilà. Et on sait très bien, depuis Jean de La Fontaine, une fable célèbre, l'ours et l'amateur de jardin, que l'ours qui veut faire le bien du dormeur, parce que le dormeur a une mouche, va lui écraser la tête avec un pavé, c'est exactement la politique de ces gens-là. Mais encore une fois, ce sont des gens intelligents, ils se prennent d'ailleurs pour une élite mondiale. On pourrait discuter du terme d'élite, je l'évoque, c'est peut-être pas forcément une élite, parce qu'une élite, ce sont des gens qui s'engagent personnellement. Voilà. Alors, c'est vrai qu'ils s'engagent dans certains domaines économiques, mais pour le reste, ils se gardent bien de se mettre au premier plan. Exactement, on le voit. Alors ça, c'est très très bien analysé. On voit comment ils envoient leurs valets, leurs supplétifs, en réalité, au combat, en quelque sorte, se protégeant toujours. Regardez M. Soros. C'est très typique. M. Soros qui défend la société, ce qu'il appelle la société ouverte, qui est d'ailleurs une contradiction dans les termes, parce que tout ordre repose nécessairement sur une dialectique de l'ouverture et de la fermeture. Voilà, exactement. Bien sûr. Bon, donc l'idée qu'on a une société ouverte est une forgerie, encore une fois une erreur, une utopie, mais c'est pas lui qui va à Calais attaquer les gendarmes, non, il finance les no-borders qui vont faire des opérations contre la police pour favoriser l'installation des migrants. Bon, donc ces gens se présentent comme une élite, mais il ne faut pas oublier ce que j'essaie de développer. Ces gens ne font que répéter des grandes erreurs fondamentales. Là, il y a plusieurs erreurs. Première grande erreur, c'est de croire qu'on peut changer la nature de l'homme. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est la technologie. Hier, c'était la révolution, mais aujourd'hui, c'est Google qui va changer la nature de l'homme. C'est une plaisanterie. Ça c'est Attali. Attali ne jure que par la transformation technique. Mais cette idée, Attali, c'est jamais que ce que disaient les communistes du XXe siècle, c'est jamais ce que disaient les socialistes au XXe siècle. Donc ces gens répètent la même chose. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de croire, alors qui est au cœur du discours sur la gouvernance mondiale, c'est de croire que plus j'élève le niveau de prise en considération d'un problème, plus je vais faciliter sa solution. C'est-à-dire, c'est le contraire du principe fondamental small is beautiful, comme on dit en français. C'est-à-dire ils appliquent exactement, ils n'ont pas compris l'échec de la planification soviétique. C'est-à-dire que l'idée que déjà, au niveau d'une nation, même d'une grande nation, on n'arrive pas à intégrer l'ensemble des données pour arriver à des résultats qu'on juge souhaitables. Donc, imaginons ce qui se passerait au niveau mondial. Ça serait une catastrophe mondiale. Donc, la gouvernance mondiale est une plaisanterie. Ça n'existe pas. C'est une erreur. Et puis, la dernière erreur, je dirais, c'est de croire que c'est l'erreur des Saint-Simoniens,
Hein, oui. nous allons remplacer le gouvernement l'administration des choses va remplacer le gouvernement des hommes. Hein. Voilà. Donc, tout simplement, le marché va remplacer la souveraineté politique. C'est tout à fait frappant. C'est faux. Saint-Simon, c'est Fukuyama. Et après l'effondrement de l'URSS, Fukuyama nous invente donc son utopie. Et Saint-Simon, après la fin des guerres napoléoniennes, nous dit c'est fini l'histoire. L'histoire est finie finalement. Oui. C'est exactement la même chose. Mais donc c'est des erreurs. Et d'ailleurs, on le voit bien tous les jours. D'ailleurs, il suffit de regarder la politique de Donald Trump. La souveraineté politique fait des choses que le marché ne sait pas faire, ne peut pas faire. Hein. Alors, nous allons maintenant, en seconde partie, entrer un peu plus dans le détail et on va essayer de comprendre les différents cercles qui composent cette superclasse mondiale. Parce qu'on n'a pas toujours compris le rôle que joue, et notamment l'État, les États, dans ce système pyramidal de la superclasse mondiale. Ce sera l'objet, entre autres, de notre deuxième partie. D'accord. Ah oui, d'accord. Ça passe vite. Hein. Ah oui, alors, chers téléspectateurs, vous allez vous délecter avec ce livre qui est passionnant, très bien construit, très documenté, avec des illustrations, avec la littérature et le cinéma d'anticipation, qui sont régulièrement, vous trouvez le film ou l'œuvre littéraire qui correspond à cette phénoménologie tout à fait nouvelle de l'hyperclasse, enfin de la superclasse mondiale. Il y a de très nombreux films, de très nombreuses œuvres que vous citez. Le livre est très très complet, vous avez aussi tous les tableaux chiffrés, sans abuser des chiffres, et vous avez toutes les associations qui contribuent. Alors, le Council for Foreign Relations, vous avez évidemment le Bilderberg. Pas tous, mais il y en a beaucoup. Hélas, mais... Et avec les biographies oui. des Soros, mais vous avez aussi la biographie d'un personnage qui est M. Castres, comme on dit, qui était plutôt, lui, à droite, mais en réalité, qui est sur le même projet, en réalité, puisqu'il était à côté de Fillon. Bref, c'est un livre très complet. Alors, je voudrais, avec vous, Michel Geoffroy, que nous analysions les différents cercles de cette hyperclasse. Parce qu'il y a d'abord l'hyperclasse. Elle est financière, bancaire. Oui, oui, parce que je crois que la superclasse mondiale, c'est la personnification d'un phénomène qui s'est produit dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui est la domination des intérêts économiques et financiers sur tous les autres. Voilà. Hein, c'est donc l'émancipation du pouvoir économique et financier, notamment vis-à-vis de la souveraineté politique. Voilà. C'est un renversement, en quelque sorte, des valeurs traditionnelles de la civilisation. Rappelez-vous le général de Gaulle qui disait la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Eh bien, maintenant, c'est le contraire. D'abord, il n'y a plus de corbeille, mais en tout cas, la politique de la France ne se fait plus au niveau de la sphère politique, elle se fait fondamentalement au niveau de la sphère économique. D'ailleurs, on voit très bien les ministres, qu'est-ce que c'est qu'un bon ministre aujourd'hui? C'est quelqu'un qui passe des contrats, qui réussit à passer des contrats pour les grandes entreprises françaises. Bon, voilà, c'est ça. Bon. Donc, la superclasse mondiale, c'est ça, elle caractérise ce phénomène. C'est-à-dire qu'elle a pris le pouvoir, en réalité. Voilà. Alors, l'épicentre de la superclasse mondiale, c'est donc le pouvoir économique et financier, je dirais, mondialisé et dérégulé. C'est-à-dire affranchi des réglementations publiques, affranchi de la tutelle des États, qui est un point central. Je crois que le phénomène marquant vraiment aujourd'hui, c'est que nous avons des grandes entreprises, que j'appelle les grandes entreprises transnationales, qu'on pourrait dire mondiales si on veut, qui sont plus riches et parfois plus puissantes que des États. Les 100 plus grandes entreprises mondiales ont aujourd'hui un PIB, enfin un chiffre d'affaires, équivalent à celui de l'Union européenne. D'ailleurs, le Danemark, je le rappelle, le Danemark a désigné un ambassadeur auprès des GAFA. C'est sidérant. Bah oui. Alors, là, on est dans la confusion des genres, parce qu'un ambassadeur relève de la souveraineté politique et pas des relations économiques. Alors cet ambassadeur a dit des choses intéressantes. D'ailleurs, il a dit, bah oui, parce qu'aujourd'hui, les grandes entreprises ont une capacité à façonner le monde, comme les États, et donc il est normal que nous, petits pays, le Danemark, fort respectable, eh bien nous dialoguons avec ceux qui ont la capacité de façonner le monde. Ça, c'est un point très marquant. Qu'on a du mal à comprendre parce qu'on vit encore sur des schémas classiques. Mais regardez ce que font les GAFA aujourd'hui.
ils font de la censure politique. TV Liberté, on en sait quelque chose. TV Liberté le sait, mais il n'y a pas que TV Liberté. Ils font de la censure, c'est-à-dire que la censure, jusqu'à présent, était une attribution soit de l'Église, soit de l'État. Était une attribution de la fonction souveraine. Eh bien, aujourd'hui, c'est devenu une attribution de la fonction économique. Ce sont des gens qui décident de sanctionner les idées qui ne leur plaisent pas. Donc, en fait, les idées qui vont à l'encontre de leur projet mondialiste. Bon. Donc, on voit bien ce phénomène. Et donc, le cœur de cette superclasse mondiale, ce sont les financiers internationaux, les grandes banques, qui se sont libérés de la tutelle des États. D'ailleurs, je rappelle que pour l'Union européenne, l'indépendance, comme on dit, des banques centrales est une valeur. Ouais. Une valeur. C'est quand même extraordinaire. Bon. Donc, et d'autre part, tous les dirigeants de ces grandes entreprises transnationales qui sont vraiment le cœur nucléaire. Alors, le cœur nucléaire, il est encore plus très largement anglo-saxon, puisque les États-Unis sont le pays où il y a les sièges de la plupart des grandes banques mondiales, sont le siège des grandes entreprises mondialisées aussi, et sont également le siège, on pourrait y revenir, bien sûr, du pouvoir médiatique, symbolisé par Hollywood. Bon. Alors on voit très bien, alors vous avez des développements sur Hollywood qui sont passionnants. Le soft power, là, est analysé très en profondeur, c'est très intéressant. Inquiétant aussi. Inquiétant, oui, bien sûr. Ah non, mais on transpire jusqu'à la page... on a peur, hein. On a peur, mais... Et alors cette classe, qui est une caste en réalité, est endogame. Elle se marie entre elles, on se voit entre soi. Alors, David Rothkopf a écrit un livre qui s'appelle La caste. La caste. Bon, moi je serais plus nuancé, c'est-à-dire la caste s'applique très certainement au pouvoir financier international. Les grandes... il y a une certaine endogamie, il y a des filiations, on progresse, il y a des enfants, des familles jouent des rôles. Bon, c'est vrai. Maintenant, l'ensemble de la superclasse mondiale, de ces 4 cercles que j'évoque, alors je vais passer aux 3 autres, est sans doute un peu plus ouverte selon les États. Enfin, c'est très variable. Et ce qui lui donne d'ailleurs son aspect moins perceptible. Voilà. On ne la voit pas comme une machine de guerre contre les peuples. C'est aussi, alors je disais, il y a une inversion du phénomène. C'est la souveraineté économique qui domine maintenant la souveraineté politique. L'autre inversion, c'est que ce pouvoir qu'elle représente est un pouvoir collégial, collectif, désincarné. Voilà. Alors que dans notre civilisation, enfin en tout cas la civilisation européenne, le pouvoir doit être incarné. Hein. Nous sommes la civilisation de l'incarnation. Eux font le contraire. Ils ne se mettent pas en avant. Ils se mettent pas en avant. Et ils poussent les autres. Alors ça, c'est le premier cercle. C'est un cercle fondamental. Il n'est pas très nombreux. Hein. Je pense qu'on peut dire qu'il y a une centaine de milliers de gens au plan mondial. Hein. Ils sont pas très nombreux. Le deuxième cercle, c'est le cercle culturel des médias et de la culture. Et du showbiz. Et du showbiz, voilà. Alors pourquoi ? Pourquoi appartient-il, relève-t-il de la superclasse mondiale ? Parce que, tout simplement, il est acheté depuis très longtemps par les gens riches, par les médias. Les médias sont achetés par les grandes entreprises ou les grandes institutions financières en Occident, c'est une règle. Et donc, ça fait très longtemps, comme ça. Alors, on nous explique que c'est de la philanthropie, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ces médias... Alors, pourquoi ils jouent un rôle important pour la superclasse mondiale ? Parce que ils sont un instrument extraordinaire pour façonner l'opinion dans les pays occidentaux et donc pour diffuser l'idéologie de la superclasse mondiale. Et plus que ça, non seulement diffuser l'idéologie, mais réprimer ceux qui vont contre par des humiliations, la censure. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène très particulier. Et donc le deuxième cercle culturel, alors les cultureux se présentent toujours comme des gens libres, indépendants, libres, ils sont tous, parfois, ils ont des sensibilités dites de gauche, mais la vérité, c'est que la plupart sont passés, je dirais, pour reprendre une formule célèbre du Colmao au Rotary, ils sont dans un système économique, l'art, ce qu'on appelle l'art contemporain, en est l'illustration caricaturale. C'est un art financier. D'ailleurs, certains hôtes de Kéros disent le financial art. C'est un art de placement pour les riches, qui placent, puisque d'ailleurs en France, je le rappelle, les œuvres d'art échappaient à l'ISF, comme par hasard. Décision de M. Fabius. Voilà. Donc, bref. Donc ça, le deuxième microcosme culturel, alors, qui est évidemment plus large que le microcosme financier, mais il est très lié au premier. Le troisième cercle... Alors ça, j'ai appris des choses. C'est le cercle des ONG et de ce qu'on peut appeler aussi la société civile, thème qu'on a vu se développer à la fin du XXe siècle. Alors qu'est-ce que c'est ?
ce sont toute une série d'institutions, alors des fondations, des associations, diverses et variées, et des lobbies, qui ont pour fonction de faire pression sur le pouvoir politique sans avoir une souveraineté politique. Hein. Le meilleur exemple, l'actualité le montre aujourd'hui, en ce moment, les ONG immigrationnistes. Voilà, hein, le navire Aquarius. Voilà, dont les financements sont assez obscurs. Ah oui, on ne sait pas. Hein, mais qui ont des liaisons avec les mafias pour faire des trafics d'êtres humains en Europe. Bon, très bien. Bon, voilà, donc ce phénomène-là, alors là aussi, l'arbre cache la forêt. Si je puis dire, ou c'est plutôt l'inverse, c'est la forêt qui cache l'arbre. Il y a un nombre considérable d'ONG, mais la vérité, c'est que l'écrasante majorité de ces ONG sont anglo-saxonnes. Elles défendent en fait une idéologie qui est très largement l'idéologie libérale, libertaire et cosmopolite de ces financeurs, puisque la plupart des financeurs, les migrationnistes, donc la plupart des financeurs sont en fait des milliardaires ou des grandes entreprises qui financent. Si vous regardez les sites, on parlait tout à l'heure des No Borders sont financés par l'Union européenne, par M. Soros, par toute une série de grandes entreprises. C'est merveilleux. Bon. Donc, troisième cercle. Alors, ce cercle est beaucoup plus informel déjà, mais il a un rôle très important parce qu'il permet de contourner les États. Hein, on le voit bien, je pense, en Europe sur la politique d'immigration, mais si on regarde les pays du reste du monde, les ONG ont joué un rôle très important pour déstabiliser les gouvernements. Régime, bien sûr. Parce qu'on développe une certaine vision des droits de l'homme, mais toujours évidemment avec des prismes importants. Il y a des pays qui sont censés être horribles et d'autres qui sont beaucoup plus sympathiques. Voilà. Alors ça c'est un troisième cercle. Et le quatrième cercle, ce sont le cercle ce que j'appelle le cercle de la trahison des élites publiques. Voilà. Je suis très méchant. Non, mais les politiques. Je suis très méchant, mais c'est le cercle des institutions gouvernementales. Alors, ces quatre cercles ressemblent un peu à je dirais, quand on jette une pierre dans l'eau, il y a des cercles concentriques qui se développent. Et donc, plus on s'éloigne du centre, plus le centre a un pouvoir très concentré, très opaque. Hein, la transparence n'est pas pour eux. La transparence, c'est pour les autres. Hein, le secret des affaires, comme on en discute en ce moment, le secret des affaires, c'est pour le premier cercle. Hein. Par contre, tous les autres doivent être transparents. Alors, le cercle culturel est déjà un peu plus large, il est un peu moins riche, mais il est puissant. Il a un rôle dans le formatage des esprits. Le cercle des ONG est encore riche, encore qu'il est assez riche, puisqu'il représente, d'après les statistiques, paraît-il, le 5e PIB mondial. Hein. Les ONG sont extrêmement riches. Mais elles ont un rôle vis-à-vis des gouvernements avant tout, puis aussi un rôle vis-à-vis de l'opinion. Hein. Presque un habitant sur la Terre sur 3 a déjà donné à une ONG. Donc c'est un pouvoir très fort. Alors le dernier cercle, c'est le cercle des gouvernements. Qu'est-ce qu'ils font, les gouvernements ? Eh bien, ils sont une puissance d'exécution. Voilà, ce sont des valets. Oui, c'est des valets d'armes. Voilà. Alors, ils ont un rôle ingrat. Oui. Hein, ils ont un rôle ingrat, les gouvernements. Ils ont d'abord, premier rôle, c'est de donner une onction démocratique au pouvoir. Parce qu'ils ont encore la contrainte de l'élection. Voilà, donc ils essaient de donner... c'est pour ça que je pense que nous ne vivons plus en démocratie, mais en post-démocratie. Ça, c'est le Canada Dry de la démocratie. Ça ressemble à la démocratie, mais ce n'est plus la démocratie. Donc les gouvernements ont cette fonction un peu traditionnelle, mais ils ont surtout deux fonctions délicates. La première, c'est de gérer les conséquences sociales, économiques catastrophiques des politiques libre-échangistes qui sont menées, notamment en Europe. Donc ça, c'est pas très drôle. Et puis la deuxième fonction, c'est de contribuer à la mise en place de cet ordre post-démocratique qui est destiné à remplacer la souveraineté des peuples par le contrôle de la population. Alors là, il y a des citations absolument hallucinantes. Bon, celle de M. Juncker, il ne peut pas y avoir de démocratie contre les traités européens. Bon, mais il y en a d'autres qui sont... Vous avez vu récemment le commissaire européen au budget qui a déclaré « les marchés apprendront aux Italiens à bien voter ». Bon, nous voyons bien cette idée. Donc c'est ça l'ordre des post-démocratiques. Donc les gouvernements sont utiles. Ce sont des idiots utiles, si je peux reprendre une vieille expression. Ils sont utiles au système parce qu'ils donnent une légitimité au pouvoir de l'oligarchie. Hein, et notamment en Europe, le pouvoir de l'oligarchie prend une forme particulière qui est l'Union européenne. Et la Commission. Le pouvoir de la Commission, c'est-à-dire non élue. Commission non élue. Et donc ils ont un rôle ils maintiennent une sorte de décorum démocratique.
Il y a des élections, il y a des ministres, il y a des présidents, on parle de majorité, on débat au Parlement. Mais les vrais choix ne sont pas faits par les gouvernements. Au sein de l'Union européenne, nous avons perdu, au sein de la zone euro, nous avons perdu la maîtrise de la politique monétaire. Nous sommes en train de perdre la maîtrise de la politique budgétaire. Et si les projets de M. Macron se concrétisent, eh bien, nous perdrons encore plus. Je doute que l'Allemagne suive. Oui, je pense que les choses, l'histoire peut peut-être changer aussi sur ce plan. C'est ce que nous démontrerons en troisième partie. Et puis, je rappelle que le Parlement délibère sur à peu près 60% de textes qui sont élaborés par la Commission européenne. Bon, si vous voulez, donc, le pouvoir... Aujourd'hui, le pouvoir politique tel que nous l'avons connu, nos parents, nos grands-parents et nous-mêmes, oui. Je suis encore de la génération qui a connu le pouvoir politique, et aujourd'hui, il est vidé de son sens, très largement, au profit d'autres institutions. C'est pour ça donc, que j'ai mis le 4e cercle. J'ai renversé un peu la hiérarchie traditionnelle. L'État est à la fin. L'État est à la fin, c'est un exécutant. Et le bien commun est totalement oublié. Beaucoup de Français s'imaginent encore que du peuple à l'État, il y a une relation, alors qu'il n'y en a plus. Non. Sinon, une relation répressive, ou en tout cas, travailler contre les intérêts du peuple, alors même que ces États sont dans la soumission de l'oligarchie. Oui, alors vous faites bien de soulever ce point-là. Je pense qu'un élément qui est à prendre en considération aussi, c'est ce qui s'est passé avec la chute de l'Union soviétique. Mais oui. C'est-à-dire la fin du communisme en Europe. C'est une très bonne nouvelle pour l'Europe. Mais il y a eu un effet collatéral, comme on dit. Un dégât, oui. Un dégât collatéral. C'est que l'oligarchie financière, aujourd'hui, n'a plus peur du peuple. D'ailleurs, regardez comment on parle. Alors, je cite la phrase célèbre de Warren Buffett. C'est pas n'importe qui, c'est quand même la 3e fortune mondiale, qui dit il y a une guerre des classes, mais c'est la nôtre, celle des riches, maintenant, qui va la gagner. Il dit ça en 2006. Pas un hasard. Regardez même la façon dont parle M. Macron aujourd'hui. C'est impressionnant. Il dit des choses mais qui auraient été inimaginables dans la bouche d'un président de la République il y a même 20 ans. On aurait dit mais c'est pas possible. Vous traitez les gens comme des chiens, vous les insultez. Dans les gares, ils voient des gens de rien. Les ouvrières de l'usine GAD sont des illettrés, etc. Les dépenses sociales, ça coûte un pognon fou, comme il dit. Bref. Donc, ce phénomène, c'est que ces gens n'ont plus peur du peuple. Je dirais la parenthèse, si j'étais méchant, je dirais la parenthèse qui s'est ouverte en 1917, avec la menace d'une révolution communiste, s'est refermée. En 91, oui. Elle s'est refermée avec la chute du mur de Berlin, enfin la chute de l'URSS, la disparition de l'URSS. Encore une fois, c'est une bonne nouvelle. Mais n'oublions pas que cette époque, cette menace de révolution communiste a eu des effets très positifs pour moraliser le capitalisme, comme on dit, si je parlais comme M. Mélenchon. C'est-à-dire les politiques sociales, parce qu'on avait peur du peuple. Alors, elle a peur du peuple, cette classe. Nous allons en parler en troisième partie, sous une forme qui sera la suivante. Comment agit-elle? Mais nous allons aussi nous poser la question de savoir si elle va réussir. Or, toute la 4e partie de votre livre montre qu'elle est en voie d'échouer, ce qui est un motif d'espérer. Tout à fait. Alors, Michel Geoffroy, la superclasse mondiale contre les peuples. Nous allons essayer, dans cette dernière partie, 2 choses qui sont dans votre livre, dont je n'ai pas dit toute l'ampleur et la richesse. Mais les moyens d'action de cette superclasse, d'une part, et d'autre part, va-t-elle échouer, va-t-elle réussir? Telles sont les 2 questions que nous allons nous poser ensemble. Alors, les moyens d'action, vous les répertoriez en 3e partie. Ils sont innombrables. Et je vais en retenir un qui me paraît très significatif, parce que c'est une question que nous avons beaucoup évoquée dans cette émission. Et vous l'appelez la soumission par la dette. Alors, nous étions, en bon économiste et en bon père de famille, nous étions choqués par cette dette. Comme nous sommes choqués d'ailleurs par le désordre en général, le chaos, comme vous dites.
Or, vous dites que là, ce sont des moyens de cette oligarchie. La dette et le chaos sont des moyens de domination. Alors ça, ce sont des choses intéressantes sur lesquelles j'aimerais vous entendre. Alors, vous entendre, c'est un sens judiciaire, non, je plaisante. Oui, d'ailleurs, dans les cercles d'influence, on n'a pas parlé de la justice. Mais la justice est totalement au service de cette oligarchie. La justice est une composante de la post-démocratie. Oui, c'est ça. Puisqu'elle on remplace les législateurs élus par des juges qui font la loi. Voilà. Et qui font la loi en voilà. plus. C'est invraisemblable. Voilà. Alors, les moyens d'influence, les moyens d'action. Il y a d'abord un moyen fondamental, c'est l'influence. Je rappelle que la superclasse mondiale, le premier cercle, diffuse ses idées par l'influence. C'est pour ça que les milliardaires ont toujours financé des fondations, des clubs divers et variés. Je parlais de Lord Milner tout à l'heure. Il avait créé ce qu'on appelait son jardin d'enfants, c'est-à-dire des gens dont il poussait la carrière dans les universités britanniques. Ce phénomène continue d'exister. Aujourd'hui, c'est les Young Leaders, etc. Oui. Nous avons un certain nombre de présidents de la République qui sont passés Macron par... Monsieur Hollande aussi, etc. Bon, bref. Donc ça, c'est un premier point qui est important parce que c'est un moyen pour l'oligarchie financière de ne pas se mettre en avant, mais de pousser en avant des hommes politiques ou des responsables d'entreprise, ou des responsables de médias, qui seront ses affidés. Voilà. Ça, c'est le premier point. Alors, deuxièmement, le grand moyen d'action, je dirais, c'est la dialectique du chaos et du contrôle. Voilà. C'est-à-dire, ça correspond à cette ambition de destruction contrôlée. Alors pourquoi je renvoie notamment je pense que c'est Naomi Klein qui l'a bien étudié dans un livre célèbre qui s'appelle La stratégie du choc, qui met un parallèle entre la torture qu'on inflige à certaines personnes pour les déstabiliser et les conduire à agir dans le sens que l'on souhaite, et cette stratégie du chaos et du choc qui consiste à détruire les références d'une population pour lui permettre de se soumettre à cette politique libérale, libertaire, à laquelle, en toute logique, tout peuple normal ne devrait pas se soumettre. Donc l'idée qu'il faut déconstruire les frontières, qu'il faut faire venir le monde entier dans votre pays, c'est pas une idée naturelle. Mais donc on a besoin pour ça de créer des chocs, et rappelez-vous le petit Elan, l'affaire du petit Elan, choc psychologique en permanence. Bon. Donc chose toute proportion gardée, pour Mamoudou, c'est un petit peu différent. Oui, mais c'est un peu la même logique. C'est la même logique. Voilà. Bon, bref. Alors, donc cette stratégie du choc, elle est un élément très important parce qu'elle permet de déstabiliser les nations. Elle crée, alors, je vais prendre des grands mots, c'est une stratégie satanique au sens propre du terme. Satan, c'est celui qui divise. Bien sûr. Et donc, cette stratégie du choc permet de détruire les peuples. Il n'y a plus d'homogénéité des peuples. Il n'y a plus qu'une succession d'individus qui ne se coagulent pas et qui ne sont pas capables de défendre leurs intérêts. Bon, collectivement. C'est ça le point central. Et donc, cette stratégie, elle peut se décliner de différentes façons. Dans le domaine militaire, la guerre est un instrument de choc aujourd'hui pour essayer de recomposer le Moyen-Orient, le Proche-Orient. Bon, idée folle, mais peu importe. Donc l'utilisation de la violence, la guerre, ça il ne faut pas l'oublier. Mais il y a la violence économique qui joue un rôle important. Alors, encore une fois, la déconstruction des régulations économiques et financières ou douanières est un élément d'introduction du choc dans les pays, et je pense que l'Europe aujourd'hui en est l'illustration dramatique. Bon, alors la dette. La dette, pourquoi j'évoque ça? Parce que la dette ne tombe pas du ciel, si je puis me permettre. La dette résulte de mécanismes qui résultent d'une action consciente. Le premier mécanisme, c'est que la dette est la conséquence du pouvoir donné aux banques dans la création monétaire. Bien sûr. Et donc de la privatisation, je le dis, de la privatisation de la création monétaire. Et la création monétaire, c'est de la dette. Voilà, puisque c'est à partir de la dette qu'on crée de la monnaie. Bon, ça c'est un premier point. Deuxièmement, les dettes dites souveraines, comme on dit, ne sont justement pas souveraines, elles sont justement introduites par les catastrophes économiques et sociales provoquées par l'idéologie libérale libertaire. Et en particulier deux fléaux, si je puis dire. D'abord, bien sûr, l'immigration qui a fait exploser les dépenses sociales, les budgets sociaux. Et puis, deuxièmement, ne l'oublions pas, la dérégulation
fiscale qui a joué, qui a réduit en permanence les ressources des États. Voilà. Et qui a eu pour effet de paupériser les classes moyennes, puisque aujourd'hui... C'est celles qui contribuent à la fiscalité. Puisque des deux côtés, au-dessus et en dessous de la pyramide sociale, on contribue de moins en moins. Bon. Donc ça, c'est ça, cette théorie. Et le moyen, une fois que les États sont soumis à la dette, ils sont soumis en fait aux banques. Ils sont soumis... Mais regardez l'exemple de la Grèce, qui est emblématique. La Grèce, berceau de la démocratie en Europe. En plus. La Grèce, aujourd'hui, soumise à un gouvernement qui n'est aux ordres de la Troïka, comme on dit, c'est-à-dire de la Banque centrale européenne. Voilà, bon, les banques. Donc, et quand le Premier ministre de l'époque dit « je vais soumettre au référendum ce que vous me demandez », on lui dit « c'est interdit, pas question ». Et on envoie la police anti-émeute contre les gens. Bon, donc la dette est un moyen, est une conséquence des politiques qui ont été mises en œuvre. La police anti-émeute n'est pas celle des banques, mais celle des gouvernements, justement. Oui, bien sûr. Locaux. Voilà. Ce qui montre bien que la politique est le quatrième cercle de l'oligarchie. C'est ce que vous voulez faire. Enfin, si vous voulez, c'est ce que vous voulez faire. C'est l'État gendarme. Qu'aiment bien certains libéraux extrémistes, n'est-ce pas? L'État qui est uniquement là pour assurer le bon ordre dans la rue. Oui, mais au bénéfice de qui? C'est ça la question. Bon. Donc, si vous voulez, l'endettement est un moyen de pression sur les gouvernements et les peuples. D'ailleurs, regardons l'extraordinaire matraquage idéologique qu'on fait sur la dette. Quand on calcule le nombre de dettes par personne, on dit vous avez... Bon, c'est un moyen de soumission, c'est un moyen terroriste, parce que la dette est tellement gigantesque que ça la fait peur. On se dit, mais on n'y arrivera jamais, n'est-ce pas, à s'en sortir. Bon. Donc il y a des mécanismes. Alors, je disais, c'est une dialectique du chaos et du contrôle. Parce que le chaos, jusqu'à un certain terme, jusqu'à un moment, le chaos débouche sur la nécessité de renforcer le contrôle de la population. Voilà. Bon, l'exemple le plus caricatural, je dirais, c'est la lutte contre le terrorisme. Voilà. On ne s'attaque pas aux raisons profondes du mal. Qu'est-ce qu'on va faire? On va améliorer le contrôle de la population, le contrôle d'Internet, le contrôle des communications, etc., pour, paraît-il, lutter contre la terrorisme. Donc on voit bien cette dialectique du contrôle, et notamment débouche. Sur les armes, par exemple, c'est frappant. Bon. C'est tout à fait frappant. Donc c'est comme ça que fonctionne cette superclasse mondiale. Elle manie le chaos, elle provoque le chaos partout. Ces gens qui se prétendent une élite sont des gens qui créent le chaos en permanence. Le chaos migratoire en Europe, le chaos comportemental, c'est pas la destruction des valeurs, destruction des familles. Voilà, bon, tout ça n'est donc pas fait partie de ce projet. C'est le vieux principe classique du chaos naîtra un ordre nouveau. Vieux principe. Dans la gnose, par exemple. Chaos, voilà, on trouve ça dans la gnose. Voilà. C'est ce qu'avait souligné ici même, à ce micro, le professeur Jean-Louis Harouel. Et alors, c'est très frappant de voir comment, par exemple, on veut imposer à un certain nombre de pays des mœurs. Moi, je me souviens de cette interview du président sénégalais, Macky Sall, par cette jeune femme dont je suis en train d'oublier le nom. Elle est d'origine antillaise, je crois, une journaliste assez connue. Elle dit, mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas une gay pride à Dakar? Mais le président répond, mais parce que, madame, ça n'est pas dans nos mœurs, nous n'approuvons pas Et souvent, des subventions sont à l'appui de l'acceptation de l'idéologie LGBT et compagnie. Bien sûr, mais bien entendu. C'est du chantage, ça s'appelle du chantage économique. Ça s'appelle du chantage économique. Vous faites d'ailleurs un chapitre sur le chantage économique. C'est du chantage économique, c'est-à-dire... Mais ce que vous citez est un... C'est Audrey Pulvar. Oui, d'accord, tout à fait. Donc, ce que vous dites est une illustration de ma dernière partie. Justement, ça ne marche pas. Voilà. C'est-à-dire que... C'est ça. C'est qu'on voit bien, quand même, dans la dernière partie, je crois qu'il faut en parler, c'est très important, ça ne marche pas. Bon, c'est en train de se retourner. Alors je crois que, effectivement, ces gens sont très prétentieux. Ils s'imaginent qu'ils ont cru que la diffusion de la technologie occidentale allait s'accompagner de l'adhésion du monde à l'idéologie occidentale. Fatale erreur. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé en 1905 dans la guerre russo-japonaise. Ils n'ont pas compris qu'on pouvait prendre la technologie des diables étrangers, mais pas pour leur ressembler. Ce fut la défaite de Tsushima. Voilà. Donc, toute la flotte russe envoyée par le fond par les dreadnoughts japonais.
Fabriqué en Angleterre. Les blindages. Peu importe. Mais c'est une illustration du fait que nous revivons cela aujourd'hui. Oui. Rappelez-vous, dans les années 80, on disait le jean va remplacer le tchador, va supplanter le tchador. Eh ben non, c'est une erreur. On peut très bien porter un jean et avoir un tchador et en plus une kalachnikov en plus. Bref. Il est en train de se passer plusieurs choses. D'abord, ce que je dirais, c'est le rejet de l'occidentalisation du monde. Voilà. Nous vivons ça aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire le rejet d'abord de l'unilatéralisme américain. Oui. J'étais frappé de voir ce que disait le président iranien lorsque le ministre des Affaires étrangères américain a énoncé ces 12 conditions. Oui. Mais il a dit, mais qui êtes-vous donc pour prétendre parler au nom du monde? C'est fini. Oui. Ils ne peuvent plus parler au nom du monde. Donc, et alors, le découplage Amérique-Europe doit impérativement se produire. Il faut qu'il se produise. C'est en tout cas, vous l'appelez de vos voeux. Oui, tout à fait. Enfin, je pense que l'intérêt de l'Europe n'est pas d'être ancré dans le Titanic américain. Voilà. Hein, bon, alors le Titanic américain ne coule pas encore, mais il est déjà sur une trajectoire dangereuse pour lui. Je ferme la parenthèse. Ce que je veux dire, c'est que le monde... Comme je disais tout à l'heure, le monde échappe aux mondialistes. Voilà. L'idéologie occidentale, les autres peuples n'adhèrent pas. J'étais frappé, M. Macron, lorsqu'il a été aux États-Unis devant le Congrès américain, il a déclaré « Les droits de l'homme doivent être le fondement de l'ordre mondial aujourd'hui ». Mais les droits de l'homme, attendez, les Chinois ne comprennent pas ce que ça veut dire. Les Chinois ne sont pas la Chine n'est pas une civilisation individualiste. L'Afrique que vous citiez a élaboré à Monrovia sa propre déclaration des droits de l'homme, qui prévoit les droits à garantir son identité, les droits de la famille, tout le contraire, donc de l'idéologie occidentale. Donc Audrey Pulvar peut sans doute dire pourquoi vous ne faites pas une Gay Pride, mais les Africains doivent dire mais nous on ne comprend pas pourquoi il faudrait faire une Gay Pride. Donc ces valeurs occidentales se rétrécissent. Je dirais, la parenthèse de la Renaissance se referme. Oui. Pendant très longtemps, le monde occidental séduisait le reste du monde. Les élites du reste du monde ne rêvaient que d'une chose, c'est d'aller à Oxford, faire leurs études à Oxford, ou à défaut à la Sorbonne. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est fini. Les élites veulent être elles-mêmes. Oui, elles veulent avec leurs composants propres. Et donc nous vivons ce monde. C'est pour ça qu'on appelle ça le monde multipolaire en langage bureaucratique. Mais ça veut dire quoi? C'est tout simplement que les grandes civilisations aujourd'hui reprennent la place qu'elles avaient eue, mais qu'elles avaient perdue, et qu'elles reprennent la Chine, l'Inde, l'Asie, peut-être l'Afrique un jour. Bon, c'est pas encore pour demain, mais en tout cas l'Afrique va devenir un poids gigantesque démographique. Bon, bref, donc. Les Occidentaux qui pensent qu'ils vont pouvoir, qu'ils continuent à pouvoir régner sur le monde en diffusant leur idéologie, c'est fini. Alors c'est pour ça que nous vivons une période à la fois intéressante mais dangereuse. Donc je suis à la fois optimiste et en même temps prudent. Prudent. Parce que je pense qu'un certain nombre d'oligarques se rendent compte qu'ils perdent leur influence. C'est pas pour rien si les présidents américains se font élire sur le thème America is back. Ça veut donc dire que l'Amérique n'est plus là, et qu'elle essaie de reprendre du pouvoir. Bon. Donc je dirais, nous vivons dans une période de tension où le monde ne va pas se laisser faire. America is back, c'était Reagan. Oui, c'était Reagan, mais c'est le même thème. Make America great again. Ben, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut encore qu'elle soit puissante, mais d'abord qu'elle ne l'est plus. Donc c'est bien ça, la réalité. Donc nous vivons un monde nouveau. Et pour nous aussi, Européens, il faut qu'on s'habitue à ne plus être les maîtres dans le monde. Il va falloir qu'on s'habitue à vivre avec des civilisations qui ont une autre échelle de valeur. Justement, alors vous en parlez. Se rapprocher de la Russie, par exemple. Sortir de la démonologie anti-russe. Oui, enfin, je veux dire, nous avons... D'abord, je pense fondamentalement que le XXIe siècle, ce sera un monde de grands ensembles, de grandes puissances, et qui sont également de grandes nations. Oui. La Chine, c'est quand même une nation. L'Inde, c'est la plus vieille, la plus grande démocratie du monde, c'est l'Inde, je le rappelle. C'est un État fédéral. Bon, c'est quand même une nation indienne. Bon, les Européens sont projetés dans ce monde-là. Nous sommes projetés, alors que nous n'avons pas d'État européen. Nous sommes une espèce de mélange, un conglomérat bizarre. Donc ma conviction profonde, c'est que dans ce monde-là, pour compter, pour exister,
il faut être puissant, il faut faire bloc. Bien sûr. Hein, parce que, mais pas à la façon de Bruxelles. Pas forcément, non, Bruxelles ne fait surtout pas... Rappelons-nous Bruxelles, rappelons-nous ce que disait Jean Monnet. Oui. Hein, je fais un petit focus sur Jean Monnet, qui est un personnage intéressant. Vous mettez sa bio, d'ailleurs. Voilà, un oligarque intéressant, qui disait « L'Union européenne n'est qu'une étape vers une gouvernance mondiale plus large ». Donc on voit bien, le but réel, c'était le gouvernement mondial, et pas du tout une Europe puissance. Hein. Donc dans le monde dans lequel nous vivons... Alors, c'est pour ça que je dis, je suis optimiste et pessimiste. Je suis optimiste parce que je pense que la superclasse mondiale est progressivement marginalisée à l'échelle du monde. Elle est beaucoup moins puissante, elle est obligée de tenir compte de plus en plus d'oppositions dans le reste du monde. Et en même temps, elle est dangereuse. D'abord parce qu'elle nous met en servitude, et qu'elle peut nous entraîner dans des conflits dont on ne voit pas très bien par exemple, où est notre intérêt, vis-à-vis de la Russie, par exemple. Avec l'Ukraine, la politique de l'OTAN est quand même assez extravagante, je ferme la parenthèse. Oui. Mais surtout, elle est dangereuse au plan mondial, parce que je pense que certains oligarques se disent que peut-être une guerre mondiale serait un moyen de reprendre la main. C'est ce qui s'est passé un petit peu en 39-45, puisque ça a été le moyen d'accélérer la puissance américaine. Oui, alors je ne sais pas si la guerre, enfin je pense que la guerre 39-45 a des causes très compliquées. Bien sûr, et pas uniquement, elle n'est pas réductible à la puissance américaine, mais donc c'est pour ça qu'elle est quand même dangereuse aujourd'hui. Hein. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que ces gens que l'on voit tout le temps sur nos écrans de télévision, Péroré à Davos, tout ça, tous ces gens qui se présentent avec des beaux costumes, qui se font flasher, tout ça c'est merveilleux. Ces gens d'abord ne font que ressasser des mêmes erreurs et d'autre part représentent un pouvoir qui à l'échelle du monde ne cesse de diminuer. Voilà. Donc c'est ça la bonne nouvelle. Hein. C'est ça la bonne nouvelle de mon livre. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que le monde attend encore la réponse de l'Europe. Oui. Dites-vous dans un dernier chapitre. Mais une réponse qui ne serait pas du tout d'imposer son idéologie libérale-libertaire, mais de s'affirmer comme puissance. Est-ce que, par exemple, vous verriez vous savez qu'on cherche des synergies d'armement en Europe, et il y a une réunion qui préconise, même avec l'Angleterre sortie de l'Europe, donc après Brexit, d'associer l'Angleterre à une forme de défense européenne. Alors, ça c'est un sujet compliqué, très complexe. Personnellement, je pense que c'est peine perdue avec l'Angleterre. L'Angleterre, comme disait Churchill, entre l'Europe et le grand large, choisira toujours le grand large. Elle a choisi le grand large, c'est fini. Je suis sidéré de voir des tentatives françaises de vouloir s'appuyer sur le traité de Lancaster House pour essayer de nous expliquer qu'il faut à tout prix continuer à coopérer avec l'Angleterre comme si n'était rien passé. Je pense que c'est une erreur. Mais vous avez raison. Si l'Europe doit être puissante, il n'y a pas de puissance aujourd'hui sans souveraineté, il n'y a pas de souveraineté sans force armée, sans puissance armée. Aujourd'hui, l'Europe est sans défense. Elle a un outil qui s'appelle l'OTAN, qui est un outil qui a été conçu pour faire face au pacte de Varsovie. Il n'y a plus de pacte de Varsovie. Mais il y a toujours l'OTAN. Il y a toujours l'OTAN, et ça a été un outil qui a servi, en quelque sorte. A-t-il servi à protéger l'Europe ? Peut-être, je n'en sais rien. Les historiens du futur le diront. En tout cas, elle a servi à mettre en servitude l'Europe, et en particulier à empêcher l'émergence d'une Europe de la défense. Ça, c'est clair. Bien sûr. Alors, il faut sans doute faire effectivement une Europe de l'armement. Jusqu'à présent, il y avait que les Français pour dire ça. Ben oui. Parce qu'il y avait deux autres États qui étaient contre. Il y avait la Grande-Bretagne qui disait non, ça sert à rien puisqu'il y a déjà l'OTAN. Et puis il y avait l'Allemagne qui disait oh là là, surtout pas, parce qu'il faut surtout pas mécontenter nos alliés américains. L'Angleterre a disparu, presque, en tout cas de l'Union européenne, elle va disparaître, et l'Allemagne est dans une situation nettement très difficile sur le plan politique. Alors donc il y a peut-être une opportunité pour faire avancer les choses. Je pense d'ailleurs qu'un certain nombre de gouvernements aujourd'hui se rendent compte. D'ailleurs, même Mme Merkel l'a déclaré. Mme Merkel, M. Macron n'a rien dit, mais Mme Merkel a dit il faut que les Européens comprennent qu'ils ne peuvent plus compter sur le parapluie américain éternellement. Elle l'a quand même dit. Donc je pense que les esprits mûrissent. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, parce qu'en particulier les pays d'Europe de l'Est ne jugent que par le parapluie américain. Ah oui, ça c'est très frappant. Même le pacte de Visegrad, par exemple, ou l'initiative des Trois Mers proclament leur atlantisme, alors même... Maintenant,
Comme disait Dominique Vénère, l'histoire est le lieu de l'inattendu. Voilà. Peut-être qu'une alliance peut éclater, une alliance peut changer d'orientation. Les États-Unis considèrent que les Européens ne contribuent pas assez à la défense de l'Europe. Ils n'ont pas tort, ils ont raison. Et puis ils n'ont pas tort. Un caillou dans la chaussure, c'est la Turquie, qui fait partie de l'OTAN. Donc on peut très bien imaginer une évolution de l'OTAN qui soit un peu moins... parce que le problème de l'OTAN, c'est que ça fait 30 ans que les États ont investi dans l'outil. Du jour au lendemain, leur dire bonjour, il faut tout arrêter, je suis certain que certains vont dire c'est très difficile. Donc il faut sans doute peut-être concevoir une évolution progressive de l'OTAN. Mais on peut aussi concevoir une rupture très brutale. Je veux dire, je me demande si M. Poutine ne rêve pas de faire sortir la Turquie de l'OTAN. Et c'est pourquoi il s'est rapproché d'elle malgré le contentieux. Oui, peut-être, oui. Non, mais je pense, on voit bien, ça change, on voit bien que le monde est en train de changer. Vous me direz, le monde change depuis ça fait des millénaires qu'il change, mais là, l'ordre dans lequel nous avons vécu depuis les années 50, c'est fini. Oui, même ça. Je rappelle, en 1945, l'Europe était plus peuplée que l'Afrique. Plus peuplée que l'Afrique. Bien sûr. Aujourd'hui, en 2100, d'après les prévisions moyennes de l'ONU, l'Afrique représentera 40% de la population mondiale. Donc la donne a complètement changé. La donne, et même certains pays que nous ignorions. Regardez l'affaire de la Corée du Nord, minuscule pays qui s'est doté d'une arme nucléaire balistique. Vraiment une surprise. Donc, si vous voulez, le monde est en train de beaucoup de changer. Alors, est-ce que les Européens vont le comprendre et vont se saisir de cette opportunité? Je le souhaite. C'est mon souhait. Eh bien, nous terminerons par un vœu. Merci Michel Geoffroy, merci pour votre livre « La superclasse mondiale contre les peuples ». Merci de m'avoir invité. Aux éditions Via Romana, préface de Jean-Yves Le Gallou. Chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.